le débarquement de Normandie va permettre la libération de la France. Si les Alliés ont joué un rôle considérable, la résistance intérieure a su leur préparer le terrain, aidée par une logistique impressionnante. Londres organisait des parachutages d'armes et d'argent et envoyait même des petits avions, les Lysander, qui se posaient sur des terrains balisés par les partisans. C'est le 7 mai 1945, avec la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, que se termine la Seconde Guerre mondiale. Elle a fait plus de 50 millions de morts, un triste record historique. Dans la France tout entière, après la libération, le désir de vengeance, les règlements de compte et la chasse aux collaborateurs vont se mêler pour ce qu'on va appeler l'épuration. Pendant cette période, de partout sont arrivés des résistants de la dernière heure, certains arborant fièrement un grade de capitaine, qui, pour montrer leur farouche combat face à l'ennemi, n'ont pas hésité à désigner des hommes et des femmes comme collaborateurs. Ces profiteurs ont pu, en toute impunité, faire oublier leur passé et s'approprier parfois les biens qu'ils convoitaient. En 1946, le pays est toujours en pleine reconstruction. L'administration commence à se réorganiser, mais la vie n'est pas encore normalisée. Le rationnement existe toujours et les Français ont du mal à se procurer des articles de première nécessité, comme les chaussures ou les vêtements. Pourtant, quelques signes font penser que l'horizon va bientôt se dégager. Juillet 1946, c'est l'invention du mini-maillot de bain que son créateur, Louis Réard, appelle le bikini, en référence à l'atoll des îles Marshall où a eu lieu la première explosion nucléaire française. Il imagine ce slogan, le bikini, la première bombe atomique. Toujours en 1946, au salon de l'auto, Renault présente la populaire 4 chevaux. Et l'on peut voir au salon du cycle le premier Solex. C'est dans ce contexte que va avoir lieu l'assassinat d'une famille de paysans du Berry. Une véritable exécution puisque le père, la mère et les 2 enfants sont retrouvés morts, une balle dans la nuque, pieds et mains liés derrière le dos. L'épuration sauvage est pourtant terminée et rien dans la vie des Carteron ne peut permettre de trouver un lien avec une organisation qui emploierait ces méthodes de professionnels. Le hameau des Ajon-Barras est composé de 3 maisons et de 2 bâtiments agricoles. Il dépend de la commune de Pommiers, située à 25 km de Châteauroux. 2 familles habitent là, les Jugans et les Carteron. La 3e maison est inoccupée. Le 25 juillet 1946, Madame Jugan est inquiète. Elle n'a pas vu ses voisins depuis plusieurs jours. Pourtant, les 2 fermes sont distantes d'une centaine de mètres et les 2 familles, même si elles ne se fréquentent pas quotidiennement, entretiennent de bonnes relations. Ils ont même pris un abonnement en commun au journal La Marseillaise du Berry. Les Jugans le lisent en premier et le portent le lendemain au Carteron. Or, cela fait 3 jours que le journal atterrit sous la porte, toujours close, de leur voisin. Jeanne Jugan décide d'en avoir le cœur net et va voir ce qui se passe. En arrivant devant la ferme, une odeur fétide emplit ses narines. Un animal crevé, pense-t-elle. La porte est toujours fermée, les journaux et le courrier n'ont pas été ramassés. En regardant par la fenêtre, elle aperçoit la table sur laquelle sont placées les assiettes, les verres, 2 bouteilles. Un repas avait manifestement été interrompu. S'habituant à l'obscurité de la pièce, elle remarque avec horreur que 2 jambes dépassent derrière la table. C'est le cadavre de Madame Carteron. Affolée, elle appelle son mari, qui travaille dans un champ non loin de là. Ce dernier, découvrant la scène tragique, saute sur son vélo et part prévenir le maire de Pommiers. Les gendarmes arrivent à 9h45 aux Ajon-Barras. Dans
les gendarmes, bon d'abord, ils essayent d'entrer par la porte. La porte est fermée, pas de clé dessus. Ils font donc appel au forgeron du village, il faut encore aller le chercher, qui arrive, j'imagine, en vélo, et qui fait sauter la serrure. Ils entrent, et là, on découvre la scène de crime, avec, au sein de cette cuisine débarras, c'est là qui vivait l'été. Donc c'est une pièce un peu fourre-tout, dans laquelle on trouve à la fois la table, les chaises où les carterons prennent leur repas, mais également tout un fatras d'ustensiles utilitaires comme un tonneau, enfin un vélo, une machine à laver, etc. Les 4 corps sont disposés, étendus autour de la table, face contre terre, les mains ligotées dans le dos et attachées aux pieds, ligotées par de la petite ficelle type sisal. Donc il y a le mari, la femme, les 2 enfants, et il remarque que la femme a été bâillonnée et que le bâillon est attaché pour plus de sécurité par une ficelle lui aussi. Il remarque dans la caisse qu'il y a le chien de la famille qui a été tué, lui, de 2 balles. C'est le détail dont tout le monde se souvient, tous les témoins disent ils ont abattu jusqu'au chien. Le chef de la brigade de la gendarmerie prévient alors le parquet et en attendant l'arrivée des autorités judiciaires, on procède à une première inspection des lieux. La pièce où a eu lieu le crime sert à la fois de cuisine, de salle à manger d'été, ainsi que de remise. En repassant par la cour, on accède à une autre pièce. Donc il y a une chambre cuisine, je crois, qui se trouve à côté, dans laquelle il n'y a pas trop de désordre. Tout est à peu près bien rangé. Il y a quelques coquilles d'œufs qui traînent sur le sol et quelques gouttes de sang. Et puis c'est surtout dans la pièce suivante, qui est une chambre, dans laquelle il y a 2 lits, une armoire, etc., que l'on trouve le plus grand désordre. À savoir, on s'aperçoit qu'il y a une bouteille qui a dû être bue, et il y a des débris de verre par terre. Quelqu'un a dû s'asseoir sur le lit. Les gendarmes continuent leurs investigations à l'extérieur de la maison. Ils se dirigent vers la pompe, le point d'eau commun à la ferme des Carterons et à une maison inoccupée située à une dizaine de mètres et appartenant à une dame à Gobert, demeurant à Ambro. Là encore, des traces de sang peuvent laisser croire qu'après leur forfait, les meurtriers sont allés se laver les mains. À la vue de la maison à Gobert, les gendarmes se rappellent être déjà intervenus pour arrêter Henri Chatman, un déserteur qui avait trouvé refuge avec une jeune fille dans cette demeure. Il avait mauvaise réputation et aurait même proféré des menaces à l'encontre de Kléber Carteron. C'est le premier suspect, et il semble bien que ce soit le bon. Dans l'après-midi arrivent les magistrats de château, le substitut du procureur et le juge d'instruction René Hollon. Un peu plus tard, 2 tractions avant pénètrent dans la cour de la ferme. En descendent le patron de la 20e brigade régionale de police judiciaire, les commissaires Michel Grimaldi et Georges Darrot. Ce dernier va prendre l'enquête en main. Ils sont accompagnés de 4 inspecteurs et des 2 chauffeurs. Le juge leur délivre immédiatement une commission rogatoire et les inspecteurs commencent leurs investigations. Il est 17 h. Dans la pièce où a eu lieu le crime, tout est passé au crible. La clé de la porte d'entrée a disparu. La fenêtre a une vitre cassée. Les morceaux de verre sont à l'intérieur de la pièce. Les assassins ont dû la briser pour menacer les Carterons. Le père, qui mangeait en face de la fenêtre, a dû être surpris car il a laissé ses sabots sous la table pour certainement se réfugier au fond de la pièce. Sur la table, en dehors des reliefs du repas, les inspecteurs trouvent le portefeuille de Kléber Carteron qui a été fouillé. Il contient encore les cartes de tabac ainsi que divers papiers sans importance et un briquet qui a dû être utilisé par les malfrats pour visiter la maison qui n'a pas d'électricité. Les cadavres reposent sur le ventre autour de la table et exhalent une désagréable odeur. Une multitude de mouches et de vers font présumer que le crime remonte à plusieurs jours. Sous la table, une mare de sang s'est répandue. Le corps de Madame Carteron est situé en travers du passage. Elle a été bâillonnée.
Elle est ligotée comme tous les autres membres de la famille. Les poignets derrière le dos sont reliés aux chevilles, les jambes sont relevées à l'équerre. Derrière la nuque apparaît le trou fait par une arme à feu. 6 douilles vides sont ramassées et 2 cartouches non tirées, dont une a été percutée mais n'a pas fonctionné. Il n'y a aucune trace de lutte. Le docteur Bougarel, donc médecin légiste, pratique l'autopsie sur une porte, on peut dire, posée sur 2 tréteaux, et il examine tout particulièrement Madame Carteron pour voir si par hasard elle n'a pas été violée. Il fait ça donc vraiment en plein air, devant les yeux de tout le monde. Enfin, il n'est pas terriblement témoin, mais enfin il y a au moins tous les enquêteurs qui étaient là. Son rapport ne va rien apprendre de plus que ce qu'on connaît déjà. Le meurtre a eu lieu il y a plusieurs jours. Les 4 membres de la famille ont été exécutés d'une balle dans la nuque et n'ont pas résisté à leurs agresseurs. Seule Madame Carteron a essayé de manger le bâillon qu'on avait fixé sur sa bouche. Avec l'aide de la mère Carteron et de son fils Edmond, le commissaire Darrow relève que quelques objets ont été dérobés. Il manque une douzaine de fourchettes en métal blanc, une douzaine de couteaux et de cuillères à café dans leur écrin, et 9 serviettes en toile blanche portant les lettres CT. Qui serait assez fou pour exécuter toute une famille pour un si maigre butin? Le vendredi 26 juillet 1946, la presse locale fait ses gros titres avec la tuerie de Beaumier. 4 cadavres dans une ferme, annonce la Nouvelle République. Une famille de 4 personnes est sauvagement assassinée dans des circonstances troublantes, précise Centre Éclair. L'effroyable tuerie de Beaumier, enchérit la Marseillaise du Berry. La question « pourquoi eux ?» prédomine. Les Carteron étaient des gens simples, bien considérés. Ils n'avaient aucun ennemi et aucune histoire liée à la guerre qui venait de se terminer. Ils n'avaient pas fait acte de collaboration avec l'ennemi. Alors pourquoi cette tragédie? Les Carteron, bon, ce sont des berrichons, ils sont du pays, puisque Kléber Carteron, il est né à Beaumier, il est né en 1900, je crois. Sa femme est une voisine, elle est du village voisin de Saint-Tout, elle est née en 1902, donc c'est vraiment des gens, des berrichons pure souche. Il y avait Kléber, il y avait sa femme Alphonsine, il y avait leur fils qui avait 10-11 ans et qui souffrait d'une hanche, il était déhanché, ça ne se réparait pas à ce moment-là. Ce jeune garçon, on lui avait mis un petit frère qu'on avait pris à l'assistance publique de façon à ce qu'il ne soit pas seul. Mais les 2 garçons étaient considérés comme frères. Et très bien, on s'en occupait très bien. C'était une famille très soudée, et ils se promenaient le père, la mère et les 2 enfants. Non, c'était une famille contre laquelle il n'y a absolument rien à redire. Monsieur Carteron est journalier agricole. Il se rend tous les jours à son travail à environ 2 à 3 km dans une ferme, au Pessiot. Et il rentre le soir. Il vit laborieusement, on peut dire. Il paraît que sa musette et son épouse, elle reste à la maison et s'occupe de ce que faisaient les femmes de la campagne à l'époque, c'est-à-dire des poules, des lapins, du jardin, et puis évidemment du ménage et de l'entretien de la famille. C'est quelqu'un qui travaillait chez nous dans la ferme de mes parents depuis 10 ans. C'était quelqu'un de très sérieux, de très ponctuel. Et un jour, il m'avait dit, il y avait quelqu'un ce matin qui me suivait. Et je me demande ce qu'il voulait. Il était inquiet. Et il a dit la même chose à son camarade de travail qui s'appelait Paul Dulis. Et il a dit, Paul, il faudra que je te dise quelque chose. Et puis il n'a jamais rien dit. C'est dommage. Dans les journaux, on échafaude des hypothèses. Il y avait plusieurs hommes et certainement des gens qui connaissaient la famille. Les voisins n'ont rien entendu.
Pas même le chien qui pourtant était très agressif, précise Jeanne Jugan. C'était une vengeance de proximité, imagine la Nouvelle République. 2 hommes sont venus par le petit chemin de terre qui conduit à Chiré. Ils sont passés inaperçus de la famille Jugan. Leur forfait accompli, ils sont repartis comme ils étaient venus. Centre Éclair propose 3 pistes. Des prisonniers allemands évadés, des rôdeurs ou un repris de justice ayant séjourné aux Ajonbara. Le journal ne donne pas de nom, mais fait allusion à Chatman. C'est la piste que les gendarmes ont déjà évoquée. Henri Chatman est apparu dans la région en septembre 1943. Il avait 17 ans. Membre des Compagnons de France, une association créée en 1941 dans le but d'occuper les jeunes désœuvrés, il a aidé Madame Jugan avec d'autres compagnons pour les travaux des champs, pendant que son mari était prisonnier en Allemagne. Il est revenu à la Toussaint 1943 pour l'arrachage des betteraves. On le retrouve en février 1946, accompagné d'une jeune fille de 18 ans, Janine Clerget, qu'il présente comme sa fiancée. Il est hébergé pendant 2 jours chez les Jugans, le temps de trouver du travail chez un exploitant forestier. Il loge à ce moment-là chez Madame Agobert, qui lui propose de s'installer avec sa compagne dans une maisonnette inoccupée dont elle est propriétaire, aux Ajonbara, en face de la ferme des Carterons. Chatman, c'était un beau parleur, il ressemble un petit peu, on pourrait dire, à Gabin jeune, avec une belle crinière. C'est un Parisien, donc il faisait un petit peu tâche dans ce monde paysan. Et on s'est dit, si c'était lui, on a essayé de trouver quelqu'un qui avait vécu dans le coin, qui connaissait les Carterons, qui connaissait leurs habitudes, et puis qui était un peu étranger, on va dire. Et rapidement, dans l'esprit gendarme, on dit, ça pourrait bien être Chatman. D'ailleurs, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Le couple était resté 8 jours aux Ajonbara, pendant lesquels les relations avec les Carterons n'avaient pas été très chaleureuses. Alphonsine Carteron se méfiait de ces jeunes, et elle en avait même eu peur. En fait, Henri Chatman était déserteur, et lorsque Kléber Carteron s'étonna devant le maire de Beaumier de la présence des jeunes qui vivaient dans la maison à Gobert, le maire décida d'en parler à la gendarmerie, qui convoqua Chatman. Au vu de la convocation, Henri aurait proféré des menaces à l'encontre de Kléber. « Tu m'as vendu, je t'aurai !» et serait ensuite parti avec sa compagne. Mais le couple est arrêté le soir même, alors qu'il s'apprête à prendre le car pour Issoudun. Chatman est conduit à la gendarmerie. Il est ramené le lendemain à Paris, au 19e escadron du train. 2 jours plus tard, Chatman est de nouveau aux Ajonbara. Il boite un peu car il s'est foulé la cheville en sautant le mur de la caserne. Il cherche sa compagne, Janine Clerget. Madame Jugan lui apprend qu'elle est partie chez une tante dans l'Allier. Henri part la chercher et quelques jours plus tard, il revient avec sa dulcinée. Il récupère ensuite quelques affaires laissées dans la ferme à Gobert et disparaît de la circulation. Il a été correct, confie Madame Jugan aux enquêteurs, et n'a proféré aucune menace. Donc toute l'enquête s'oriente vers Chatman. Je crois que le commissaire Darro doit se dire, voilà, on tient certainement le coupable. D'ailleurs, où est-il passé? On va voir sa mère qui réside en région parisienne. Et là, on apprend qu'il s'est engagé dans la Légion étrangère. Il faut essayer de contacter son régiment, de savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait et où il était le soir du drame. Donc, c'est ce que fait la police. 3 semaines après, arrive un télégramme du régiment de la Légion étrangère de Sidi Bel Abbès où est incorporé Henri Chatman, signé de son colonel disant Henri Chatman est chez nous. Et il était chez nous le 21 juillet 1946, donc à partir de ce moment-là, on peut dire exit l'hypothèse Chatman, c'est pas du tout lui qui a pu faire le coup puisqu'il était enrôlé dans la Légion étrangère. Et donc, à 2000 km de là, à Sidi Bel Abbès. Le 13 août 1946, le juge d'instruction René Aulon s'intéresse enfin aux indices et demande une expertise des douilles retrouvées sur les lieux du crime. C'est un armurier de Châteauroux, M. Demel, qui va les examiner. Le 2 septembre, son rapport indique que
Les 5 douilles sont toutes de calibre 9 mm à percussion centrale. Les 5 douilles ont été percutées et tirées par la même arme. Une même arme donc, mais quelle arme? La question n'a pas été posée, ni par le juge d'instruction, ni par le commissaire Darro. Manque de curiosité? Peut-être? Ou incompétence? Dans l'été 46, donc le 18 août, arrivent plusieurs éléments à la connaissance des gendarmes. Notamment, on découvre une musette dans une haie. On s'aperçoit qu'elle appartient à Carteron. Elle contient un certain nombre d'objets, dont un cahier d'école qui est peut-être supposé appartenir à l'un des 2 enfants. Un peu plus tard, dans le mois d'août, un bûcheron découvre à l'orée de la forêt de Baumier, donc on est à peu près à peut-être 1000 mètres, 1200 mètres de la ferme Carteron, découvre une cachette dans les bois. Donc on peut penser que quelqu'un est venu là, a dormi là, voilà. Et puis même, on découvre une casquette dans une forêt. Alors voilà 3 éléments qui sont découverts dans le courant du mois d'août, sachant que le premier suspect est tout à fait hors de cause, Chapman. Bon, il y a quand même intérêt, quand on est enquêteur, à s'orienter vers d'autres pistes. Et on s'aperçoit que le commissaire Darro, à l'époque, ayant connaissance de tous ces éléments découverts, ne poursuit pas plus loin les investigations. Le commissaire Darro reprend ses notes et imagine, dans le rapport qu'il rédige le 26 septembre 1946, le déroulement du crime. Darro émet dans son premier rapport l'hypothèse que ce pourrait être des rôdeurs qui ont commis le coup, et qui plus est des rôdeurs allemands. Des soldats allemands qui étaient prisonniers de guerre et qui étaient en France, eh bien, ils ont été occupés à faire des travaux pour reconstruire le pays, pour reconstruire aussi les villes bombardées, pour reconstruire tout ça. Les prisonniers allemands ont contribué à cela. C'était de la main-d'œuvre qui était chargée de travailler à la reconstruction de la France. À l'époque, il y a beaucoup de prisonniers allemands qui travaillent dans des fermes. De temps en temps, il y en a qui s'évadent. Et ils pensent que peut-être c'est un prisonnier allemand, un ou des prisonniers allemands qui seraient évadés, qui ont commis le quadruple crime. Malheureusement, il n'y a rien aux alentours du 20-21 juillet 1946 qui mentionne que des prisonniers allemands sont évadés. Donc c'est une hypothèse assez gratuite qu'affirme là le commissaire Darro. Mais il étaye ça de quelques commentaires un peu personnels concernant les Allemands, en disant que on a retrouvé une bouteille d'alcool qui a été bu dans une chambre. C'est peut-être ces Allemands là, qui sont venus, qui ont bu l'alcool, qui étaient ivres, qui après ça ont perpétré leur forfait. Et il ajoute encore comme élément supplémentaire que le calibre de l'arme qui a tué, c'est du 9 mm, et que donc il est vraisemblable que ce sont des Allemands, puisque ivres d'alcool, ils ont tué les gens, mais en plus avec du 9 mm, et que c'est généralement le calibre d'un pistolet de l'armée allemande. Le commissaire Darro devait avoir l'imagination fertile. Après avoir tout misé sur la culpabilité de Chapman, il avait oublié la rigueur qui aurait dû prévaloir pour traquer la vérité. Le 30 décembre, une nouvelle affaire mobilise le commissaire Darro et son équipe. Un garde-chasse, Louis Boitard, a disparu dans la région de la Brenne, à l'ouest de Châteauroux. Son corps est retrouvé le 31 décembre dans un étang de Mézières-en-Brenne. Il a été abattu de 4 coups de fusil dans le dos. Donc on l'envoie là-bas, et là-bas, il se livre à une enquête beaucoup plus sérieuse, entre guillemets, parce que, usant de méthodes assez radicales, il aboutit à des aveux de la part de toute une bande de chasseurs qui chassaient ce jour-là, le jour du meurtre du garde-chasse. C'est le début de l'affaire connue sous le nom de Miss Etienneau. Interrogé par le commissaire Darro et son équipe, 8 hommes passent rapidement aux aveux. Parmi les inculpés, Raymond Miss, 20 ans, et Gabriel Thienneau, 19 ans. Ils sont enfermés à la prison de Châteauroux où le gardien constate de nombreux sévices sur leur corps. Les aveux de culpabilité
auraient été extorqués par la torture. Il y avait beaucoup d'intérêt en jeu. C'était le garde-chasse d'une grande famille de sucriers du Nord et que les policiers ont été gratifiés de dons dès le début de l'enquête parce que le patron, M. Lebaudy, a dit « Écoutez, je voudrais que cette affaire sorte ». Ils leur ont offert des dons en espèces, des dons en nature. Donc d'un côté, Darro, un baumier très timide, ne faisant pas d'investigation, restant sur des hypothèses, on va dire, les plus basses, rôdeurs, etc. Et de l'autre côté, un Darro qui aboutit en moins de 8 jours d'enquête à ce qu'une bande de 7 chasseurs soit mise sous les verrous. Dans ce contexte particulier, on comprend pourquoi l'enquête sur la tuerie de Baumier semble mal engagée. Le 5 février 1947, on fait l'inventaire des biens des Carteron pour les vendre aux enchères. Au milieu du linge, le commissaire-priseur retrouve la clé de la porte des lieux du crime. Madame Carteron et son fils vont également constater la disparition de plusieurs objets, dont le complet noir de Kléber, le sac à main et le manteau d'Alphonsine, des serviettes de toilette et des pantoufles achetées juste avant le drame. Ces découvertes tardives montrent bien l'absence de rigueur de l'investigation. Mais ce que va retenir Darro, c'est finalement l'idée que la tuerie a été perpétrée par des voleurs. Cette constatation et ces disparitions nouvelles permettent d'écarter définitivement l'idée d'un crime politique et de penser qu'on se trouve en présence d'un crime crapuleux ayant pour mobile le vol, écrit-il. Pourtant, dans la région, il se dit bien d'autres choses. Kléber Carteron aurait été le témoin, dans les derniers moments de la guerre, d'agissements crapuleux de la part de résistants malveillants. Un conteneur envoyé de Londres et contenant une forte somme d'argent aurait été parachuté dans la région. Les billets auraient atterri dans les poches du groupe de partisans peu scrupuleux. Dès 1941, dans le département de l'Indre, et surtout dans la région qu'on appelle la Champagne-Berrichonne, qui est au cœur du Berry, donc dans les régions de Châteauroux, Issoudun jusqu'à Bourges, donc qui est caractérisée par des grands champs ouverts et un habitat très groupé en petits villages ou alors des domaines très isolés, des opérations aériennes ont eu lieu. Soit des parachutages d'agents, de matériel, soit des atterrissages de petits avions anglais qu'on appelle des Lysander. Donc dans la région de Baumier, on n'a pas de traces avérées de parachutage, d'après les archives, mais les archives sont incomplètes sur la question des opérations aériennes. Ce dont on est sûr, c'est qu'en mai 1944, un terrain d'atterrissage a été homologué à quelques centaines de mètres de Baumier et des agents Barra. Terrain d'atterrissage qui devait servir un avion Lysander en relation avec le SOE britannique. Alors, au cours de ces opérations aériennes, il était courant que les agents qui étaient parachutés ou qui atterrissaient ou des containers qui étaient parachutés contiennent de l'argent. La rumeur que Kléber Carteron aurait parlé un peu trop de ce qu'il avait vu et qu'il aurait été exécuté pour qu'il ne dévoile pas son secret est rapidement reprise par la presse. Le 18 avril 1947, Alcide Carteron, le frère de Kléber, se confie au commissaire Darro. Il désigne André Potron. C'est lui qui aurait empoché l'argent de la résistance. Lorsque Kléber a commencé à parler, Potron, sa femme et son beau-frère, Armand Bouquet, l'auraient fait taire définitivement. Le 6 mai, une lettre anonyme vient confirmer ce récit. Les assassins de la famille Carteron sont Potron, sa femme et Bouquet. Ne cherchez pas ailleurs. Le commissaire Darro décide alors d'interroger André Potron. Alors Potron, c'est un personnage un petit peu mystérieux. Il est de métier cordonnier-coiffeur, double emploi, comme ça se faisait souvent dans les campagnes à l'époque. Il a, je crois, une quarantaine d'années. Et il a un passé de résistant, on va dire. Il est étiqueté résistant à l'époque. Il a même été le responsable du
comité de l'armée secrète, c'était donc un réseau de résistance, dans son village de Prunier, qui est un village voisin de Beaumier. Et à la Libération, il a même présidé le comité local de Libération. Donc, il a des liens avec la résistance. Alors, c'est ce qui fait que cette piste est ce qu'on appelle la piste politique, la piste de la résistance. Est-ce que ce ne serait pas d'anciens résistants qui seraient venus abattre Kléber-Carteron parce que, c'est une rumeur persistante, parce qu'il aurait assisté pendant la guerre à des parachutages, à un parachutage d'argent? Est-ce qu'il n'aurait pas, au cours d'une de ces virées nocturnes, parce qu'il était un petit peu braconnier, il faut dire, Carteron, est-ce qu'il aurait assisté à un partage d'un butin entre des hommes dits de la résistance, et qu'après, menaçant peut-être de révéler ce qu'il avait vu, les 10 personnes incriminées auraient voulu le tuer. Et voulant le tuer, ils étaient obligés de tuer toute la famille, puisqu'il fallait laisser aucun témoin. Donc voilà la rumeur qui persiste, et on dit il y a 3 personnes qui sont censées avoir fait le coup, c'est Poteron, un de ses amis Bouquet, et la femme de Poteron. Alors ça part là-dessus. Alors le commissaire Darreau, avec bien peu de zèle, se met à enquêter. C'est d'ailleurs le dernier acte qu'il va faire sur cette affaire, avant de passer la main. Il va aller voir Poteron, lui demandant de s'expliquer. Alors ça, c'est un petit peu grand guignolesque, parce que je vous résume un petit peu le PV, qui est très court d'ailleurs. Monsieur Poteron, que faisiez-vous au soir du 21 juillet 1944 ? La réponse de Poteron est claire, je ne me rappelle plus. Donc Poteron, mis hors de cause, vous voyez, l'affaire ne va pas plus loin. Ça s'arrête là. Exit cette piste-là qui, à mon avis, aurait gagné à être exploitée. L'investigation de Darreau s'arrête là, il ne va pas plus loin et rédige un dernier rapport le 26 avril 1947 dans lequel il fait le constat de son échec. Il reste toujours sur l'idée que c'est un crime crapuleux, un crime de rôdeur, et il a en tout cas très sagement écarté la piste dite politique, c'est-à-dire la piste qui pourrait l'amener à aller vers des réseaux de résistance. Pourquoi fait-il cela? Bon, quelle est sa conviction profonde? Est-ce qu'il est vraiment persuadé qu'il y a des rôdeurs? À mon avis, non. Darreau a un passé, sans remettre en cause son honneur, bien sûr. Il a fait déjà son carrière pendant l'occupation. Il travaillait pour Pétain, un régime qui collaborait avec les Allemands. Donc, comme des personnes qui ont un certain passé, on peut penser qu'il a laissé délibérément tomber la piste politique, peut-être un peu conseillé par sa hiérarchie, pour se refaire une virginité, on pourrait dire. En 1948, on a fini le ménage dans les services de police. On a réorganisé la justice, affecté un nouveau juge d'instruction à Châteauroux, le juge Giraud. Le dossier de l'affaire Carteron est de nouveau ouvert et c'est désormais la police judiciaire d'Orléans qui est chargée de l'enquête. Donc le dossier passe à la PJ d'Orléans et là c'est l'inspecteur Roland qui reprend l'enquête et qui lui va pousser à fond la piste du crime politique qui aurait été commis par des responsables de la résistance locale. Et là, les enquêtes vont vraiment très très loin dans un contexte qui n'est pas forcément très facile pour les policiers, puisque par exemple, les empreintes des différents responsables de la résistance que l'inspecteur Roland peut retrouver, et ils sont très nombreux, sont systématiquement relevées pour être comparées à celles relevées dans la maison Carteron au moment du crime. L'inspecteur René Roland a 29 ans et c'est avec fougue qu'il reprend toute l'affaire. Il va rencontrer les principaux témoins, fouiller dans le passé des Carterons et tendre une oreille attentive aux rumeurs. Il donne crédit à la thèse d'une exécution programmée pour faire taire un témoin gênant, qui en savait trop sur certains vilains coups de la résistance. Il aurait pu assister à un parachutage d'argent détourné par des partisans de la dernière heure. Il a une piste, celle d'un certain capitaine Jacques, qui a laissé un très mauvais souvenir dans la région. Alors, le capitaine Jacques, c'est un monsieur qui s'appelle
de son vrai nom Trommelschlager. Il est entrepreneur de peinture et il est venu se réfugier en Berry pendant la guerre, où il gère une entreprise de peinture en faisant travailler un certain nombre de jeunes qui sont résistants au STO. En quelque sorte, il les cache sur sa propriété en l'échange de leur travail. Donc, il mène la résistance à cette époque. Et voici que Roland est amené à s'intéresser à ce personnage et à ses différents lieutenants, différentes personnes qui ont travaillé avec lui. Il y a un certain nombre de recherches qui sont faites et des perquisitions. Le capitaine Jacques a encore à l'époque 2 maisons dans le Berry, une à Issoudun et une dans le petit village de Séclé. À Issoudun, en allant perquisitionner dans une des maisons, qu'est-ce qu'on trouve? Un véritable bric-à-brac, une véritable caverne d'Ali Baba, avec des tas d'affaires qui sont la plupart du temps pour emballer, comme des slips, des couteaux, quelques armes aussi. Donc vraiment beaucoup de choses. On va interroger le capitaine Jacques. Apparemment, il ne dit pas grand-chose. On va également interroger certains des personnes qui ont travaillé avec lui, son fils, qui était dans la résistance aussi, d'autres personnes. On trouve chez eux des armes. L'inspecteur Roland a le sentiment qu'il touche au but. À Ségris, il s'entretient avec un ancien membre du réseau du capitaine Jacques, qui s'appelle Édouard Gourrier, et a, en avril 1944, assisté à des parachutages. Ma mission, dit-il, était de transporter les paquets parachutés et de les camoufler chez moi. Et d'ailleurs, précise-t-il, les gendarmes d'Issoudun ont saisi chez moi différentes armes, dont une mitraillette Sten. René Roland apprend également que la gendarmerie a découvert en avril 1944, à Saint-Ambois, près de la forêt de Pommiers, différents objets provenant d'un parachutage, dont une valise contenant la somme de 500 000 francs. Il y avait bien des parachutages d'argent dans la région. Fort de tous ces nouveaux éléments, l'inspecteur Roland retourne consulter les dossiers de son prédécesseur afin de savoir quel type d'arme avait été utilisé pour tuer les Carterons. Quelle n'est pas sa surprise en découvrant qu'aucune recherche balistique n'a été effectuée pour en déterminer le modèle. Il faut donc reprendre en partie la procédure et faire une demande d'expertise auprès du juge d'instruction. Malheureusement, il a changé, c'est désormais Pierre Brossier qui officie, et la demande ne va aboutir que le 29 septembre 1948. Une chance, c'est une sommité qui va faire les examens. Le docteur Edmond Locard, en personne, directeur du laboratoire de police technique de Lyon. Et quelques semaines après, revient le rapport du docteur Locard qui est extrêmement bref, dont je vous livre donc les 2 conclusions. Premièrement, les munitions examinées ont été tirées par une mitraillette Sten, modèle anglais, répandue en France pendant les combats de la clandestinité. Deuxièmement, on pourrait procéder avec exactitude à l'identification individuelle de l'arme qui a tiré ces munitions. Une arme qui n'a pas fait de bruit. Les jugants disent n'avoir rien entendu le jour de la tuerie. Pourtant, 6 coups ont été tirés. La nuit, en plein été, alors que les fenêtres sont ouvertes. S'agissait-il du modèle avec silencieux fabriqué pour les forces spéciales de la résistance? Les forces spéciales, dans les maquis, il y avait des forces spéciales, FTP, il y avait des forces spéciales communistes, il y avait des forces spéciales, ou c'était dans l'armée secrète aussi, donc ceux qui étaient chargés de faire les liquidations. L'inspecteur Roland peut être satisfait, il touche au but. Le 29 octobre 1948, il fait le point sur son enquête. Il semble possible de dire que ce carnage a été l'œuvre d'un ou de plusieurs tueurs ex-professionnels de la résistance, résidant à l'époque dans un rayon assez rapproché du lieu du crime. La situation sociale des victimes, les sévices qui ont précédé le crime, l'emploi de la mitraillette et le mode d'exécution avec balle dans la nuque plaident en faveur de l'assassinat politique, écrit-il dans son rapport. Alors quand on examine de près les circonstances de l'assassinat de la famille Carteron, on pense à une exécution commanditée par des spécialistes, pas forcément directement impliqués parce que Kléber Carteron aurait vu ou su, mais le massacre de cette famille, qui ne semble pas être lié à un crime crapuleux, donc renverrait à un assassinat de type politique au sens large,
Kléber Carteron, ayant vu et su, étant détenteur d'une information qu'il ne faudrait absolument pas délivrer, qui impliquerait des responsables haut placés dans la résistance. C'est bien le capitaine Jacques qui est dans le collimateur de l'inspecteur, et sûr de son affaire, il demande l'analyse de la mitraillette Sten retrouvée chez Édouard Gourrier. Que se passe-t-il alors? La mitraillette disparaît comme par enchantement de la procédure, et le 3 décembre 1948, René Roland est convoqué par le juge d'instruction. Le 30 décembre, celui-ci prononce un non-lieu et le dossier est refermé. Janvier 1950, un certain Henri Dubout envoie une lettre à la mairie de Saint-Oud près de Beaumier. Il aurait assisté à la tragédie des agents Barras. Les gendarmes l'interrogent et s'aperçoivent très vite qu'ils ont affaire à un déséquilibré qui était interné à l'hôpital psychiatrique de Naujac, en Haute-Vienne, lorsqu'il a écrit sa lettre. Alors après le retrait de l'inspecteur Roland de l'affaire, où l'on peut penser qu'on a approché, à mon avis, le plus proche de la vérité, un certain nombre de rumeurs toujours circulent. L'affaire a tellement marqué dans la campagne à cette époque, incriminant tantôt l'un, tantôt l'autre, beaucoup de lettres anonymes, ça circulait beaucoup. Et plusieurs fois, le dossier est relancé par le juge d'instruction, de nouveaux enquêteurs sont mis sur la piste, essayent de travailler, interrogent les gens qui sont dénoncés ou incriminés, et puis on s'aperçoit à chaque fois que c'est soit des vantardises, des gens qui sont fous, qui s'en prennent, ou bien des règlements de compte, tout simplement, on dénonce quelqu'un pour le plaisir de faire du mal, et ça n'aboutit rigoureusement à rien. En tout cas, ça ne fait pas du tout avancer l'enquête, et ça ne nous amène pas à nous dire qui a tué les Carteron. En juillet 1950, c'est une lettre anonyme qui arrive chez le juge d'instruction de Châteauroux, intitulée « Lettre fantôme et véritable ». L'auteur y explique, dans un mauvais français, qu'il connaît les assassins des Carteron. Ce sont deux bûcherons polonais, Podgorniak et Nations. Il ajoute une liste de malfrats, voleurs de poules et pilleurs d'églises, tous polonais. Le corbeau rapidement démasqué s'appelle Alfred Zabski, polonais lui aussi. L'enquête démontre vite que c'est un farfelu. Le 10 décembre 1953, le juge Huguet décide d'en finir définitivement avec l'affaire Carteron. Il demande au SRPJ d'Orléans de mener toutes les investigations nécessaires afin de découvrir les auteurs du crime. Les commissaires Georges Dur et André Nicomède sont chargés de solder le dossier. Ils vont réentendre tous les protagonistes de l'affaire, sans résultat. Ils vont pourtant omettre tous les témoins de la piste du capitaine Jacques. Pourquoi ? Le 4 mai 1954, ils mettent un point final à leur rapport. Une fois de plus, les recherches entreprises pour découvrir les auteurs de l'assassinat des Carteron sont restées vaines, écrivent-ils. Le dossier retourne dans les placards du palais de justice de Châteauroux jusqu'au 25 janvier 1957, où le juge Léon Marcus tire un trait définitif sur cette affaire par une nouvelle ordonnance de non-lieu. La tuerie de Beaumier reste donc une énigme, et dans la région, chacun s'essaye à en trouver la solution. Kléber Carteron, c'est un monsieur qui sortait la nuit, qui éventuellement, il aurait peut-être mis un collet pour prendre un lapin qui venait dans son jardin, et puis il aimait voir un peu ce qui se passait, ce qu'il entendait, et il a dû se trouver témoin, vraisemblablement, d'un parachutage qu'il n'aurait peut-être pas dû voir. Parachutage d'armes, d'argent, qui aurait été partagé entre les personnes qui assistaient à ce parachutage. Et il a été témoin de ça. Et étant donné sa mentalité d'honnête homme, d'une grande droiture, si on lui a proposé quelque chose, le connaissant comme il était, il a refusé, car il était scrupuleusement honnête.
Alors, Kléber Carteron, assassiné en 1946, au lendemain de la guerre, avec toute sa famille, dans une atroce tuerie, tué à cause de son honnêteté, de son intégrité, le mystère reste entier. De nombreuses théories continuent de faire couler beaucoup d'encre, comme celle, par exemple, du cas de la Banque de France d'Issoudun. Alors ce qui est évoqué, puisque Kléber Carteron lui-même avait déclaré qu'il craignait quelque chose, qu'il avait l'impression d'être suivi, donc les rumeurs sont fondées sur le fait que Kléber Carteron aurait aperçu, vu une scène durant l'occupation, en 1943 ou 1944, qui aurait impliqué certains responsables de la résistance. Alors on peut aussi éventuellement évoquer le fait qu'un maquis précoce FTP venu de la Creuse s'était implanté à Beaumier, et un personnage qui va réussir socialement et devenir en quelque sorte un tout petit peu célèbre après la guerre, Jean Friedman, ait pu dans plusieurs récits évoquer le fait que ce groupe avait récupéré l'argent de la Banque de France d'Issoudun, et que cet argent représentait plusieurs dizaines de millions de francs, et que cet argent était destiné à financer la résistance. L'argent de la Banque de France d'Issoudun n'a jamais été retrouvé. Carteron aurait-il vu quelque chose? Aurait-il su où était caché l'argent? Finalement, c'est une affaire qu'on a voulu étouffer. C'est assez patent, assez flagrant. Visiblement, c'est une affaire ayant mêlé des éléments peut-être un peu douteux et certainement un peu tardifs de la résistance. Mais à l'époque, la résistance était, il faut bien le dire, en odeur de sainteté, et à juste titre, bien sûr. Hein, ce que je dis n'est pas contre la résistance, mais comme dans tout milieu, il y a des brebis galeuses. Et la mise en cause de gens ayant touché de près ou de loin la résistance dans ce dossier aurait jeté de l'ombre sur la résistance en général. Et il est vraisemblable que peut-être des consignes politiques ont pu glisser du haut vers le bas pour dire « laissez tomber ». Le fin mot de cette affaire, c'est que la fin tragique des Carteron reste une muette injustice et une plaie qui continue de saigner. Et encore aujourd'hui, on s'aperçoit en se promenant dans le pays que toujours on parle de cette affaire en se posant la question, mais bon sang, qui a bien pu les tuer? Et évidemment, la question reste sans réponse.